Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre relatif à l'affectation des résultats. Cette affectation des résultats doit obéir à certaines règles et dans un ordre bien précis. Ainsi, l'affectation des résultats se fait selon les règles de l'Assemblée générale annuelle, conformément à la loi, aux clauses statutaires et aux décisions de l'Assemblée générale ordinaire. Vous devriez savoir que la loi impose la répartition des bénéfices proportionnellement aux apports des actionnaires, c'est-à-dire qu'un actionnaire qui dispose de 5% du capital social aurait droit à 5% du bénéfice net dégagé. Le prélèvement au titre de la réserve légale se situe à 5% du bénéfice net d'impôt sans qu'il dépasse 10% du capital social. Donc la dotation à la réserve légale se fait avec un plafond. Une fois les prélèvements prévus par la loi sont effectués, on passe aux prélèvements prévus par les statuts. Alors les statuts peuvent prévoir deux types de prélèvements, notamment les intérêts statutaires et la réserve statutaire. À ce niveau-là, il faut insister sur le fait que l'intérêt statutaire est différent de la réserve statutaire. Il ne faut pas les confondre. Nous allons voir dans l'exercice d'application quelle est la différence entre les deux. Et enfin, arrivent les décisions de l'Assemblée générale ordinaire qui peut décider tout autre prélèvement, notamment la réserve ou les réserves facultatives. Alors, pour le traitement comptable, il va se faire en fonction du résultat dégagé, à savoir bénéfice ou perte. Alors, quand il s'agit d'un bénéfice, il faut noter que le compte 1191, c'est le résultat net de l'exercice avec un solde créditeur. Dans ce cas, l'entreprise va devoir faire d'abord la répartition, puis la comptabilisation. Quand il s'agit d'une perte, vous noterez également que la racine du compte est la même, c'est-à-dire le poste 119, et on lui rajoute le chiffre 9 pour désigner un solde débiteur, soit une perte. Dans ce cas-là, l'affectation la plus courante, c'est de reporter la perte à nouveau. Et donc, on va utiliser le poste 116, report à nouveau, mais plus exactement, le compte 1169, report à nouveau, solde débiteur. Notez également que si au 31/12 de l'année N+1, c'est-à-dire l'année qui suit le calcul du résultat net de l'exercice, l'Assemblée générale, si elle n'a pas encore décidé de l'affectation du résultat net de l'exercice, il sera transféré au compte 1181 ou 1189, résultat net en instance d'affectation, en fonction de son solde, soit créditeur, soit débiteur. Nous allons commencer donc par le cas le plus simple, à savoir celui de l'affectation de la perte. Si l'Assemblée générale s'est tenue dans les délais, dans ce cas-là, il suffit de solder le compte 1199, résultat net de l'exercice solde débiteur, en débitant le compte 1169, report à nouveau, solde débiteur, comme il a été signalé initialement. Au cas où l'affectation des résultats n'a pas été faite à la clôture de l'exercice suivant, dans ce cas-là, on passe par le compte 1189, résultat net en instance d'affectation. Pour la répartition des bénéfices, plusieurs cas de figure sont envisageables. Nous allons les scinder en deux. Il y a le cas où l'existence d'actions ordinaires seulement et le cas où plusieurs catégories d'actions existent dans la société anonyme. Il faut aussi noter que la distribution des bénéfices est interdite s'il existe des frais de constitution non encore amortis. Pour les détenteurs des actions ordinaires, ils perçoivent deux types de rémunération. Donc il y a le premier dividende ou intérêt statutaire qui est calculé sur le capital libéré non amorti. Et il y a également le superdividende qui est calculé après tous les prélèvements proportionnellement au nombre d'actions détenues et ce, indépendamment de la partie libérée. Ce qui veut dire que, au final, un actionnaire va percevoir un dividende global brut qui va comprendre le premier dividende ou intérêt statutaire plus le superdividende. Sur ce dividende brut global, l'État va prélever une retenue à la source de 15% et l'actionnaire va percevoir le dividende net à payer, à savoir le dividende brut global moins la retenue à la source. Alors, les modalités de répartition vont se faire selon le schéma suivant. Donc, en général, le schéma d'affectation, on commence par le résultat net comptable, duquel on va déduire le report à nouveau débiteur de l'année N-1 s'il existe. Et ça va nous donner le résultat à répartir. Ensuite, le premier prélèvement, vous vous rappelez du schéma de tout à l'heure, donc on avait dit qu'on commence par les prélèvements de la loi, ensuite les statuts et ensuite l'Assemblée générale. Donc on commence par prélever la réserve légale si elle n'a pas encore atteint son plafond.
Puis les intérêts statutaires, comme on a dit, on le rappelle, ils sont calculés sur le capital libéré non amorti. Ensuite, la réserve statutaire, si elle est prévue par les statuts. La réserve facultative, lorsqu'elle est décidée en Assemblée générale. Et là, s'il existe un report à nouveau créditeur de l'année N-1, on doit le rajouter. Et on retranche le report à nouveau créditeur de l'année N si l'Assemblée générale le décide également. Et on trouve le bénéfice distribuable qui va être distribué sous forme de superdividende proportionnellement à la part de chaque associé dans le capital social. Alors, dans ce schéma d'affectation, 3 éléments nécessitent une attention particulière car le risque d'erreur est élevé. D'abord, il faut faire attention au report à nouveau du solde débiteur de l'année N-1 s'il y a lieu. Il est d'abord enlevé du résultat net comptable avant toute affectation ou prélèvement. Alors que s'il est créditeur, il va être rajouté à la fin. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce report à nouveau de l'année N-1, s'il était débiteur, bien évidemment, c'était une perte et donc il n'y a eu aucun prélèvement. Alors que s'il a été créditeur, cela veut dire que le résultat net de l'année N-1 était créditeur et donc tous les prélèvements y afférents ont été déjà effectués. Par conséquent, on ne peut pas le mettre ici, sinon on va faire les prélèvements à 2 reprises. Deuxième point auquel il faut faire attention, c'est la réserve légale avec le respect du plafond dont on a parlé tout à l'heure. Alors pour illustrer ces propos, on va prendre un exemple. Donc pour la réserve légale, on rappelle qu'elle est calculée à raison de 5% du résultat net de l'exercice avec un plafond de 10% du capital social. Prenons un exemple, donc dans le bilan au 31-12 de l'année N, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice de l'année N, à supposer qu'on n'a pas encore fait l'affectation de résultats, les éléments qu'on va retrouver dans la rubrique des capitaux propres, bien évidemment, vous allez retrouver le capital social. Supposons que là, on a un capital social de 600 000 dirhams, ce qui implique que le plafond de la réserve légale doit être de 60 000 dirhams, c'est-à-dire 10% du capital social des 600 000 dirhams. Supposons que le cumul de la réserve légale déjà constituée est de 45 000 dirhams, que les autres réserves s'élèvent à 35 000 dirhams, qu'il y a un report à nouveau solde créditeur de 20 000 dirhams et que le résultat net de l'exercice, solde créditeur aussi, est de 200 000 dirhams. Bien évidemment, ici, les deux sont bénéficiaires. Dans ce cas-là, il faut noter que comment on sait déjà que c'est un bilan avant affectation du résultat? C'est parce qu'on a toujours le compte résultat net de l'exercice qui apparaît parmi les éléments de capitaux propres. Donc, dès que vous voyez que le résultat net de l'exercice, il est toujours dans les capitaux propres, cela veut dire que l'affectation n'a pas encore été faite. Et dans ce cas-là, le report à nouveau du solde créditeur, c'est le report à nouveau de l'année N-1. La réserve légale aussi, c'est la réserve légale, le solde calculé au N-1, c'est-à-dire à la dernière affectation qui a été effectuée. Par conséquent, les opérations d'affectation de l'exercice comptable N, alors pour la réserve légale, bien évidemment, on va supposer qu'on va prendre le bénéfice de 100 000 dirhams qu'on va multiplier par 5%, ce qui va nous donner 10 000 dirhams. Avant d'inscrire ces 10 000 dirhams comme réserve légale, il faut toujours s'assurer que si vous rajoutez ces 10 000 dirhams au solde de l'année N-1, ça ne doit pas dépasser le plafond de 60 000 dirhams qui est calculé. Donc, on vérifie 45 000 dirhams plus 10 000 dirhams est égal à 55 000 dirhams. C'est encore inférieur au plafond de 60 000 dirhams. Donc, on retient la dotation calculée, à savoir 10 000 dirhams. Supposons maintenant que on était très proche du plafond. Donc, on va remplacer les 45 000 dirhams par
55 000 dirhams. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va changer? Le plafond, il reste inchangé, c'est toujours 60 000 dirhams par rapport au capital social. Pour l'affectation du résultat, le calcul de la dotation, c'est toujours 10 000 dirhams, sauf que cette fois-ci, si on rajoute les 10 000 aux 55 000 dirhams, ça va faire 65 000 dirhams et donc on va dépasser le plafond de 60 000 dirhams. Dans ce cas-là, l'entreprise ne peut rajouter que 5 000 dirhams, la différence par rapport, donc ici, la dotation à la réserve légale pour l'année N va être égale à 60 000, le plafond, moins le cumul de N-1, et donc ça va être égal à 5 000 dirhams seulement au lieu des 10 000 dirhams calculés. Donc ça, c'est le point important auquel il faut toujours faire attention. Et donc, qu'est-ce qui va changer une fois que l'affectation des résultats? Donc ça, c'est le bilan avant affectation. Je le répète, on reconnaît le bilan avant affectation avec l'existence du compte résultat net de l'exercice. Donc si l'affectation, donc si on veut le faire après affectation, qu'est-ce qui va changer? Bien évidemment, le résultat doit disparaître des capitaux propres. Et là, la réserve légale, on ne va mettre que le plafond de 60 000 dirhams. Alors, les intérêts statutaires, première chose à retenir, on a dit, ils sont différents des réserves statutaires. Ce sont deux choses différentes. Bien évidemment, tous les deux, leur point commun, c'est qu'ils sont prévus dans les statuts, mais les modalités de calcul sont complètement différentes. Alors ici, comme leur nom indique, ce sont des intérêts statutaires, qu'on a dit que la base de calcul va être différente. Ici, c'est le capital libéré non amorti. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, dans le cas de la Constitution, on avait vu que lorsqu'il y a des apports en numéraire, les actionnaires peuvent libérer partiellement leurs promesses d'apport. Et donc, si la valeur, par exemple, ils ont libéré juste la moitié du capital social ou de la promesse, dans ce cas-là, les intérêts statutaires, ils vont être calculés uniquement sur cette partie-là. La notion de capital amorti, c'est-à-dire c'est un capital qui a été remboursé, vous allez le voir dans le chapitre 3. Pour le moment, retenez bien que pour les intérêts statutaires, ils seront calculés uniquement sur la partie libérée et non amortie du capital social. Et donc, deuxième règle de calcul, puisqu'il s'agit d'intérêts, ce sont des intérêts calculés au prorata temporis, c'est-à-dire depuis la date de libération jusqu'au moment où on calcule les intérêts statutaires. Si on prend un exemple, supposons que pendant l'année N, du 1er janvier de l'année N jusqu'au 31/12 de l'année N, supposons que jusqu'au 30 avril, il n'y avait que la moitié du capital social qui était libéré. Et l'autre moitié a été libérée à partir du 1er mai. Dans ce cas-là, quand on veut calculer les intérêts statutaires, il faut tenir compte du fait que pour cette première partie, donc vous aurez le capital social fois le taux d'intérêt statutaire fois la durée ici, divisé par, soit vous calculez en mois et donc vous divisez par 12, soit vous calculez en jours et donc vous divisez par 360 jours. Sinon, et plus cette partie, donc si on a libéré la deuxième partie, cela veut dire que là, le capital social en intégralité est libéré. Donc vous allez devoir prendre la base de calcul, le capital social en intégralité, fois le taux d'intérêt, fois la durée N2 sur la même chose, soit vous divisez par 12 si vous calculez en nombre de mois, soit vous divisez par 360 jours si vous calculez en nombre de jours. Donc il vaut mieux, pour ne pas se tromper, toujours tracer l'axe de temps et voir quelle est la date de libération pendant l'exercice comptable pour lequel vous êtes en train de faire l'affectation. Donc ça, c'est la deuxième difficulté particulière, comme on a dit, pour le calcul des intérêts statutaires qui, normalement, ce qui les différencie encore par rapport aux réserves statutaires, c'est que les intérêts statutaires, ils reviennent aux actionnaires, alors que les réserves statutaires, ils reviennent à la société puisqu'ils vont apparaître parmi les capitaux propres.
Généralement, le schéma comptable n'est pas très compliqué. Vous avez trois moments importants. À la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, donc on va solder le compte résultat net de l'exercice. Je vous rappelle qu'on était en train d'affecter un bénéfice et donc il était au crédit. Maintenant, on va le débiter pour le solder. Et éventuellement, s'il y avait des exercices antérieurs, soit un résultat net en instance d'affectation ou un report à nouveau avec un solde créditeur, ils seront également soldés. En contrepartie, on va reproduire l'ensemble des affectations ou des prélèvements qui ont été effectués sur ce résultat net de l'exercice, à savoir s'il y avait un report à nouveau solde débiteur, on va l'annuler. Donc on va éponger les pertes antérieures avant de distribuer le bénéfice. La réserve légale, la réserve statutaire, facultative, report à nouveau solde créditeur, cette fois-ci de l'année N s'il y a lieu. Et rappelez-vous, on avait dit que le dividende global, on va soustraire l'impôt, la retenue à la source, donc qui va revenir à l'État, et le dividende net, c'est ce qui va être donné aux associés. Donc là, tout ce qui est réserve et report à nouveau, ils vont augmenter les capitaux propres de la société. Ensuite, vous avez l'État qui va bénéficier bien évidemment de la retenue à la source et, comme je viens de l'expliquer, les actionnaires vont toucher le dividende net. Ensuite, vous avez l'écriture de paiement des dividendes et vous avez également le règlement de la retenue à la source. Alors, pour mieux assimiler ces notions, nous allons faire une application. Donc, dans cette application, elle est relativement simple parce qu'elle ne va pas présenter des difficultés particulières. L'objectif de cette application, c'est juste de comprendre la démarche de répartition du bénéfice et le schéma comptable y afférent. Donc, dans cette première application, il n'y a pas de difficultés particulières. On va le voir dans le cas où il y a plusieurs catégories d'actions. Donc, bien évidemment, il faut commencer par présenter le tableau d'affectation du résultat, sachant que l'Assemblée générale s'est tenue le 9 avril, et d'enregistrer les écritures au journal, sachant que les dividendes nets ont été payés par chèque le 20 mai et que l'IR retenu à la source est réglé par chèque le 15 juin N+1. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, puisqu'il n'y a pas de report à nouveau solde débiteur, directement le résultat net de l'exercice qui est bénéficiaire de 300 000 dirhams, on va prélever la réserve légale. La réserve légale, vous le voyez, on a pris le montant du résultat net de l'exercice, auquel on a appliqué les 5%, sachant que dans l'énoncé, on a précisé qu'elle n'a pas encore atteint le plafond, on a pris la dotation qu'on a trouvée, soit 15 000 dirhams. Ensuite, on a calculé le premier dividende. Le capital, ici, je rappelle qu'il est constitué de 10 000 actions de valeur nominale 100 dirhams et qu'elles sont intégralement libérées. Donc, on a pris l'intégralité du capital social auquel on a appliqué le taux de l'intérêt de 6%. Ensuite, la réserve facultative telle qu'elle a été dotée par l'Assemblée générale, 25 000 dirhams. Donc, le solde restant, c'est 200 000 dirhams. Auquel on rajoute le report à nouveau solde créditeur de l'année N-1, 12 340. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, c'est un report à nouveau qui a déjà subi les prélèvements durant l'année N-1, donc il va être rajouté à la fin. Donc le solde disponible pour le super dividende, il est de 212 340, donc la somme des deux, ce qui donne un dividende unitaire de 21,23. Rajouté au premier dividende, c'est-à-dire aux 60 000 dirhams, on va trouver le dividende global brut, 272 340. Tel qu'il est stipulé par l'Assemblée générale, on va devoir l'arrondir au dirham inférieur. Donc on divise par le nombre d'actions, ça va nous donner le dividende unitaire non arrondi. Pour l'arrondir, donc on enlève tout ce qui est après la virgule, donc le dividende unitaire, il est arrondi à 27 dirhams, et donc le reste, on va le multiplier par le nombre d'actions, ça va nous donner le report à nouveau de l'année N, cette fois-ci, qui est toujours sur le créditeur de 2340 dirhams. Ensuite, vous calculez la retenue à la source au titre de l'IR, donc vous prenez le dividende brut global retenu, 270 000 dirhams fois 15%, ça vous donne 40 500 dirhams, et donc le dividende net, c'est 229 500. Ainsi, vous allez pouvoir passer les écritures comptables. Donc là, il y a le résultat net de l'exercice, le report à nouveau solde créditeur de l'année N-1 qui ont été affectés sous forme de réserve légale facultative, le dividende net, l'État IR et le report à nouveau solde créditeur de cette année. Donc là, vous constatez on a utilisé le report à nouveau solde créditeur 2 fois. Celui-ci, c'est de l'année N-1 qui a été rajouté au bénéfice de l'année N pour être distribué. Et dans l'affectation, on a gardé quand même un report à nouveau. Donc celui-là, c'est de l'année N qui va être reporté sur l'année N+1.
Puis le paiement, comme on a dit, de la retenue à la source ou du dividende, tout dépend des dates, donc ça pourrait être l'inverse. À présent, nous allons voir le cas où plusieurs catégories d'actions existent. Dans ce cas-là, il faut tenir compte d'un ordre bien précis en fonction de chaque catégorie d'action et des droits qui y sont rattachés, ce qui permettra de déterminer le mécanisme d'affectation adéquat. Alors sachez que dans la société anonyme, il y a plusieurs actions, plusieurs catégories d'actions peuvent subsister. Donc là, vous avez les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, les actions de priorité ou privilégiés et les actions de jouissance. Chaque type d'action, il a des droits pécuniaires qui sont rattachés et des droits politiques, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont voter ou pas, est-ce qu'ils font partie ou non des organes de direction. Alors, ce qui nous intéresse bien évidemment en comptabilité des sociétés, ce sont surtout les droits pécuniaires. Et donc, chaque type d'action va avoir des droits spécifiques. Et le mécanisme d'affectation, il doit se faire selon un ordre bien précis, l'ordre dégressif ci-après. Donc, les premières actions qui vont toucher bien évidemment les droits pécuniaires, ça va être les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Elles auront droit aux dividendes prioritaires plus le super dividende. Viennent après les actions de priorité qui ont droit à un dividende majoré plus un super dividende. Ensuite, les actions ordinaires, comme l'exemple qu'on avait traité précédemment, qui ont droit au premier dividende ou intérêt statutaire plus le super dividende. Et en fin de compte, les actions de jouissance qui ont droit uniquement au super dividende. Alors, pour comprendre ce mécanisme, nous allons prendre une deuxième application où là, vous avez le capital social qui est composé, donc il est de 6 millions de dirhams, il est composé de 60 000 actions et on a en présence 3 types d'actions. Il y a 20 000 actions de jouissance, donc qui sont complètement amorties, 10 000 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote et le reste représente les actions ordinaires entièrement libérées. Alors on vous demande de présenter le tableau d'affectation du bénéfice, sachant qu'à la clôture de l'exercice N-1, les actions à dividendes prioritaires n'avaient perçu que la moitié du minimum légal auquel elles peuvent prétendre, sachant qu'on a dit ici que le report est illimité selon les statuts. Et le solde de la réserve légale au 31/12 N-1 est de 567 500 dirhams. Donc, bien évidemment, il faut présenter le tableau d'affectation avant de présenter le schéma comptable de cette affectation. Alors, pour le tableau d'affectation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cas où vous avez plusieurs catégories d'actions et donc il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Donc déjà, quand on calcule la réserve légale, donc si on l'applique directement le 5% au bénéfice net, ça vous donne 37 500 dirhams qu'il faut comparer au plafond. Donc là, puisqu'on a un capital social de 6 millions de dirhams, si on lui applique 10%, ça va faire 600 000 dirhams, alors que la réserve légale, le solde en N-1 était de 567 500. Donc si on fait la différence, on va trouver que finalement, la réserve légale ne peut être dotée que de la différence de 32 500 dirhams. Donc finalement, le montant retenu est de 32 500 dirhams. Ensuite, on a dit que dans l'ordre de calcul, il faut commencer d'abord par les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Elles doivent percevoir le dividende prioritaire. Ce sont les 10 000 actions, donc soit 1 million de dirhams. Alors, le minimum légal, il est de 7,5% du capital qu'elles représentent. Et donc, pour l'exercice N, elles ont droit à 75 000 dirhams. Sachant que l'année N-1, elles n'avaient perçu que la moitié, donc elles avaient perçu 37 500 dirhams. Et on avait dit que le report est illimité. Par conséquent, pour l'année N, on va prélever sur le bénéfice les deux, la partie restante de l'année N-1, soit 37 500 dirhams, plus les 75 000 relatives à l'année N. Donc ça va faire un prélèvement total de 112 500 dirhams au titre de dividendes prioritaires sans droit de vote. Ensuite viennent les intérêts statutaires qui reviennent aux actions libérées, aux actions ordinaires sur la partie libérée. Donc, elles représentent 30 000 actions. Le dividende, il est calculé, le premier dividende, il est calculé sur le montant du capital libéré, donc soit les 3 millions de dirhams fois 5%, ça vous donne 150 000 dirhams. Ensuite, viennent les prélèvements au titre de la réserve facultative, donc tout ce qui est bien évidemment du ressort de l'Assemblée générale. Il reste enfin les superdividendes qui sont attribués à raison de 12 dirhams par action. Et on a dit que les superdividendes sont donnés à toutes les catégories d'actions, toutes catégories confondues, donc soit 12 fois 60 000 actions qui représentent le capital social global. Et donc ça fait un total de 720 000 dirhams. Le report à nouveau solde créditeur de l'année N est de 112 500 dirhams. Donc le dividende global
on va faire la somme de l'ensemble des éléments sur lequel on va appliquer la retenue à la source de 15% pour avoir le dividende net à distribuer aux actionnaires. Donc une fois calculé l'ensemble des prélèvements, vous pouvez passer au schéma comptable. Donc là, vous avez bien évidemment le résultat net de l'exercice, 1 150 000 dirhams, qui a été affecté à la réserve légale, au report à nouveau, aux réserves facultatives. Il y a le montant de la retenue à la source et le montant du dividende net qui sera distribué aux actionnaires. Vous constatez que le schéma comptable est quasi identique à celui du cas d'une seule catégorie d'actions. Le plus important, ce sont les calculs à faire avant la comptabilisation. Ainsi prend fin le chapitre relatif à l'affectation des résultats dans la société anonyme. Vous pouvez retrouver les ressources diffusées sur le site www.fsjes-agdel.um5.ac.ma. D'ici là, portez-vous bien. باش نحميو نفوسنا والناس القراب لينا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لازم علينا نتبعوا قواعد النظافة المعتادة واللي على رأسها غسيل اليدين اللي كيبقى جد مهم باش نوقيو نفوسنا وما نساهموش في انتشار الفيروس. وقتاش خاصنا نغسلو يدينا؟ خاصنا نغسلو يدينا في كل وقت، ملي ندخلو من الزنقة، قبل الأكل أو من بعده، ملي نلمسو الأسطح أو الأشياء المحيطة بنا، ملي نخرجوا من المرحاض، ملي نعطسوا أو نكحوا في منديل. المهم والأساسي هو نغسلو يدينا باستمرار ومزيان بالماء والصابون لمدة ما كتقلش على 40 ثانية. شنو هي الطريقة الصحيحة لغسيل يدينا؟ باش تكون عملية الغسيل فعالة من الضروري نوضعوا كمية كافية من الصابون على اليد، نحكو مزيان كف اليدين بيناتهم بجوج، نحكو كذلك ظهر اليدين وبين الأصابع، نحكو ظهر الأصابع بكف اليدين وما نساوش الإبهام، ونحكو كذلك أطراف الأصابع والظفار مع كف اليدين، وحتى معصم اليدين نحكوهم بالصابون، وملي نشلو يدينا نشفوها مزيان. وإلا ما كناش في المنزل وما لقيناش الماء والصابون، راه حتى المحلول الكحولي فعال ويمكن يطهر لنا يدينا، نستعملوه بنفس الطريقة ولنفس المدة. واللي لازم نأكدوا عليه أن وضع القفازات ما تيعوضش غسيل اليدين، حيت الفيروس كيعيش في الليغات 10 أيام، في حين الفيروس ما كيتعداش 10 دقائق على الجلد، وبالتالي استعمال القفازات كيساهم في الانتشار ديال الفيروس. غسيل اليدين خطوة مهمة للوقاية من الفيروس، خاصنا نلتزموا بها باش نساهموا في الحد من انتشار مرض كوفيد-19. باش نحافظوا على صحة المواطنين ونضمنوا عدم انتشار فيروس كورونا المسبب بمرض كوفيد-19، علات المملكة حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس مع 6 العشية، واللي كتسلم منا ما نخرجوش من الدار إلا إذا كانت عندنا رخصة تنقل استثنائية اللي كتسلمها في دارك، كيجيبها لك عن السلطة تي لعندك، أو لا كتحصل عليها من موقع covid19.intérieur.gov.ma. هاد الرخصة بمثابة تصريح بالشرف كتمكنك تخرج من المنزل على قبل الخدمة، أو لا على قبل باش تشري السلعة اللي خاصك المعيشة اليومية، على قبل العلاج أو باش تشري الدواء، أو لا على قبل غاية جد ملحة. يكفي فقط دير علامة على الخانة اللي كتوضح أسباب التنقل خارج الدار، تتسني فيها وكيسني فيها عن السلطة التابع للمكان السكن ديالك، وكتبقى صالحة من الوقت اللي تسلمتيها فيه حتى تسالي حالة الطوارئ الصحية. هاد الرخصة كياخذوها الأشخاص الراشدين اللي ممكن يلتزموا بتنقل الأطفال موضوعين تحت مسؤوليتهم. وباش تسهل الأمور بالنسبة اللي خدامين في الشركات والإدارات، المشغلين ديالهم كيعطيوهم وثيقة تبين حيثية التنقل على قبل الخدمة، وهاد الوثيقة كافية لجميع التنقلات ديالهم اللي متعلقة بالعمل. حالة الطوارئ الصحية ما كتعنيش بتاتا وقف عجلة الاقتصاد، بل الغاية منها تقييد حركة الناس قدر المستطاع وحصار الفيروس. ونذكركم باللي كل المرافق اللي كتظهر على التموين بالأغذية والأدوية والخدمات الضرورية للمعيشة راه متوفرة وبشكل طبيعي. النجاح في محاصرة الفيروس ما يمكن يكون إلا إلا تجندنا كاملين ضده والتزمنا بقواعد السلامة اللي كتصدر من الجهات الرسمية. Je suppose que, en cette partie de ce semestre, vous avez déjà vu l'introduction générale du contrôle de gestion et le chapitre qui traite de la philosophie ou encore de la doctrine du contrôle de gestion. Donc, ce que je m'apprête à vous dire là tout de suite, c'est de vous expliquer ce que c'est que la gestion budgétaire des ventes. Bien. Alors, je vais commencer quand même par un préambule pour vous introduire ce que c'est que la gestion budgétaire. Et ensuite, nous allons nous aventurer davantage dans le vif du sujet.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrôler, c'est prévoir. C'est-à-dire que si on prend le champ sémantique du verbe contrôler, nous avons orienté, nous avons vérifié, nous avons influencé, supervisé, etc. Mais ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est prévoir, c'est-à-dire la planification. Bien, nous allons voir ceci davantage dans la projection suivante. Alors, dans l'entreprise, la planification est considérée comme un système de données axé sur son futur, tel qu'il est visualisé par les responsables de la direction générale. Bien, nous allons nous arrêter pour expliquer ceci. Alors, visualisé par les responsables de la direction générale ou ce qu'on appelle le top management. Donc, la planification va pouvoir traduire la vision du top management. Et elle s'organise comme un ensemble d'informations prévisionnelles regroupées dans des plans de plus en plus restreints. Donc des informations prévisionnelles qu'on va pouvoir conjecturer à travers des informations antérieures ou encore des informations passées. L'horizon est de plus en plus restreint. Pourquoi? Parce qu'on va passer du général au particulier ou au spécifique. Alors le premier pas qu'entreprend une entreprise, c'est le plan stratégique. Alors il faut différencier le plan stratégique de la stratégie de l'entreprise et en effet ce qui les différencie, c'est le facteur temps. En effet, le plan stratégique, c'est un plan qui va pouvoir retracer une feuille de route de l'ensemble des éléments qui produisent la stratégie de l'entreprise. Et ce plan stratégique, il est réalisé par le top management ou encore la direction générale. Et ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il soit à long terme. Donc c'est un horizon de 5 ans au plus pour pouvoir éventuellement dénoter de l'ensemble des éléments essentiels de la stratégie. Par exemple, si l'entreprise veut viser un marché nouveau ou encore une nouvelle segmentation stratégique, ou encore une zone géographique à privilégier. Donc tout ceci, ce sont des informations qui peuvent être incorporées dans le plan stratégique. Alors ce plan stratégique-là, il est conçu, comme je l'ai dit, par le top management en concertation avec les directeurs de différents centres et par la suite, il va être communiqué au conseil d'administration pour validation. Bien. Alors, le plan stratégique, il va servir de cadre de référence à ce qui vient ensuite, et vous l'avez sans doute deviné, c'est le plan opérationnel. Donc c'est le deuxième pas. Alors le plan opérationnel, vous l'aurez sans doute compris, il s'agit d'un plan à moyen et court terme. Donc de 2 à 3 ans, il va pouvoir déceler ou encore dénoter des modalités pratiques de la stratégie de l'entreprise. Concrètement, il s'agit de plans partiels, comme par exemple le plan d'investissement, le plan de financement ou encore le plan de gestion des ressources humaines. Bien. Et ce plan opérationnel va être traduit par la suite en une application chiffrée qu'on appelle budget. Alors dans le jargon des contrôleurs de gestion, on simplifie la tâche, on parle de plan, programme et budget. Ce qui nous ramène à la diapositive suivante qui va nous définir ce que c'est qu'un budget. Alors, le budget, c'est l'expression comptable et financière des plans d'action retenus pour que les objectifs visés et les moyens disponibles sur le court terme convergent vers la réalisation des plans opérationnels. Bien, nous allons nous arrêter pour expliquer ceci. Alors, lorsque les plans sont retenus pour que les objectifs visés et les moyens disponibles convergent, cela dénote d'un axe que nous avons déjà vu, par exemple, dans le chapitre qui traite de la doctrine du contrôle de gestion, dans le triangle de la performance, ou ce qu'on appelle le triangle des contrôleurs de gestion, lors de l'axe objectif-moyen. Et cela met en évidence une notion qu'on appelle la pertinence, c'est-à-dire la bonne mobilisation de moyens qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Alors, le budget est sur le court terme converge vers la réalisation des plans opérationnels. Bien. Maintenant, donc, je vais citer une définition. Un mode de gestion consistant à traduire en programme d'action chiffré appelé budget les décisions prises par la direction avec la participation des responsables. Alors, vous l'aurez sans doute compris, il s'agit de la définition de la gestion budgétaire. Bien, avant de parler de l'articulation des différents budgets, j'aimerais quand même vous mettre en exergue le processus budgétaire.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce processus budgétaire? Alors, c'est un processus en 5 étapes. La première étape, c'est la notion d'orientation stratégique. Alors, cette étape-là, il s'agit d'une note que la direction générale ou encore le top management va pouvoir envoyer aux différents centres. Par exemple, j'ai une direction de ressources humaines, direction recherche de développement, direction commerciale, marketing, etc. C'est une note qui va être envoyée à l'ensemble de ces directions-là et qui va porter sur des informations comme par exemple les objectifs de vente à venir ou encore une segmentation stratégique nouvelle ou encore l'évolution de la conjoncture économique, le taux de change, le taux d'inflation, etc. Donc, par la suite, chaque directeur de centre, donc ces directions que je viens de citer, chaque directeur de centre de responsabilité va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une esquisse budgétaire. Et c'est la deuxième étape. Cette esquisse budgétaire-là, si vous consultez les différents ouvrages, eh bien, vous trouverez que ça s'appelle aussi un pré-budget, un budget provisoire, un projet de budget et une esquisse budgétaire. Donc, toutes des dénominations que vous pouvez trouver dans l'ensemble des ouvrages qui traitent de la gestion budgétaire. Bien. La troisième étape est l'étape de l'harmonisation. Et c'est une étape qui relève du ressort du contrôleur de gestion. Alors, le mot comptable ou bien le vocabulaire comptable de cette étape, c'est la consolidation budgétaire. Bien. Alors, le contrôleur de gestion, il va pouvoir consolider ces différentes esquisses budgétaires et par la suite, il va pouvoir ressortir les incohérences et les incompatibilités avec les niveaux d'activité de chaque centre de responsabilité. Et par la suite, il va communiquer ces différentes incompatibilités à la direction budgétaire qui va sommer, donc nous venons là tout de suite à la quatrième étape. Dans cette quatrième étape qui est la révision budgétaire, la direction générale va sommer l'ensemble des directeurs des centres de responsabilité de faire ce qu'on appelle une révision budgétaire ou encore de rectifier et de corriger ces incompatibilités décelées par le contrôleur de gestion. Alors dans cette étape-là, elle se caractérise par le fait qu'il y a une navette budgétaire. Alors quand je dis navette budgétaire, c'est-à-dire des allers-retours entre la direction générale et les différents centres de responsabilité. Donc, il s'ensuit des négociations, cela va de soi, pour pouvoir éventuellement aboutir à le but ultime qui est de définir les budgets définitifs. Donc, c'est la cinquième étape. Et qui est-ce qui va pouvoir valider ces budgets définitifs? Eh bien, c'est le top management ou encore la direction générale. Bien, dans cette diapositive-là, nous venons de voir ce que c'est qu'un processus budgétaire. Alors, c'est une étape extrêmement importante dans le processus de gestion budgétaire puisque ça va nous servir à comprendre l'articulation des budgets. Alors, la diapositive suivante va traiter de l'articulation des budgets. Alors, comme vous pouvez le voir dans la projection, nous avons le budget de vente qui vient en premier. Alors, le budget de vente, c'est le budget qui va conditionner l'ensemble des autres budgets. C'est le budget directeur. Donc, c'est l'un des budgets les plus prépondérants dans une gestion budgétaire. Et le budget qui est attenant au budget de vente, c'est le budget des frais commerciaux. Tout ce qui concerne les frais de publicité, de marketing, etc., etc. Bien, nous avons en deçà du budget de vente le budget de production. Alors, le budget de production, son élaboration revient à rechercher l'optimisation de la capacité de production. Et pour cela, il convient de définir le programme optimum de production. Donc, ce programme optimum de production, nous allons le voir dans un chapitre ultérieur. C'est le chapitre 3 qui traite de la gestion budgétaire de production. Bien. Alors, à côté, nous avons le budget d'investissement. Le budget d'investissement, son rôle, c'est de pouvoir être en mesure à ce que l'entreprise puisse vérifier sa capacité d'exploitation et sa capacité de production. Les autres budgets subalternes au budget de vente et au budget de production, nous avons
le budget des approvisionnements, c'est-à-dire les quantités de matières ou encore de marchandises achetées, le budget de personnel qui va grandement s'intéresser à la gestion des ressources humaines, des dépenses des ressources humaines, et le budget des autres frais, c'est le budget des frais de fonctionnement des différents services. Bien, nous avons un budget davantage subalterne en bas, c'est le budget de trésorerie. Eh bien, le plus gros du travail, si je puis m'exprimer ainsi, du budget de trésorerie, c'est de pouvoir récapituler l'ensemble des conséquences financières des différents budgets directeurs et résultants. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de vente et le budget de production sont des budgets déterminants, c'est-à-dire que ce sont les budgets qui vont conditionner l'ensemble des autres budgets. Les budgets résultants sont les autres budgets, approvisionnement, personnel, autres frais et trésorerie. Le compte de résultat, ensuite, après le budget de trésorerie, nous avons le compte de résultat, c'est-à-dire le compte de produits et charges ou encore le bilan prévisionnel. Alors, dans certaines entreprises, vous allez trouver que le compte de résultat ou le bilan prévisionnel n'est pas du ressort du contrôleur de gestion, mais du ressort de l'analyste financier ou encore du comptable. Bien. Alors, nous passons à la diapositive suivante qui va relater de la définition de la gestion budgétaire. Alors, cette gestion budgétaire-là, il s'agit d'un chiffrage en volume, c'est-à-dire en quantité, permettant de situer le niveau d'activité des services commerciaux et un chiffrage en valeur, prix donc, permettant de déterminer les ressources de l'entreprise. Bien. Alors ici, j'ai quelques affirmations et vous allez pouvoir deviner ces affirmations-là, ils traitent de quel budget. Nous avons, il traduit les engagements du service commercial et fixe le niveau de production. Il conditionne tous les autres budgets. Il nécessite une étude de prévision des ventes afin de pouvoir estimer les ventes futures. Vous l'aurez sans doute compris qu'il s'agit d'affirmations qui concernent grandement le budget de vente, étant donné que c'est le budget directeur. Donc, c'est la définition du budget de vente. Bien. Alors ici, nous avons une étude de prévision des ventes afin de pouvoir estimer les ventes futures. Alors, comme vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a différentes méthodes de prévision des ventes, il y a ce qu'on appelle les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Nous allons passer maintenant aux méthodes quantitatives de prévision des ventes. Et ce sont les méthodes qui sont les plus utilisées dans les entreprises et par les contrôleurs de gestion plus exactement. La première méthode, c'est la méthode des moindres carrés. La deuxième méthode, c'est la méthode des moyennes mobiles. Et la troisième méthode, c'est la méthode des rapports au trend ou ce qu'on appelle rapport à la tendance. Donc, trend, c'est l'anglicisme de tendance. Bien. Alors, nous allons nous apprêter à voir uniquement la méthode des moindres carrés. Pour ce qui est des autres méthodes, vous pouvez, par exemple, vous connecter au site de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suissi. Vous trouverez une pluralité de documentation qui traite des autres méthodes. Et dans une vidéo ultérieure, vous allez pouvoir suivre la méthode des rapports au trend. Bien. Alors, pour ce qui est de l'ajustement linéaire ou encore de la méthode des moindres carrés, il s'agit de trouver une droite d'ajustement Y est égale AX plus B qui permet de refléter le mieux possible l'évolution des ventes en fonction du temps X. Donc, je m'explique. Alors, nous avons ici l'axe des ordonnées, donc Y, qui va traiter de nos ventes, et l'axe des abscisses, donc le X, qui est en fonction du temps. Donc, notre unité temporelle peut être les mois, les années, les trimestres, etc. Donc, ici, nous avons un nuage de points qui forme des coordonnées en fonction du temps. Eh bien, la méthode des moindres carrés, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit de trouver la fonction ou bien la droite qui va permettre de faire un lissage, c'est-à-dire que je vais rapprocher ces points-là avec cette droite-là dans l'équation et Y est égal à X plus B. Et par la suite, à travers une extrapolation, nous allons pouvoir effectuer nos ventes. Donc nous allons voir ceci davantage dans l'exercice qui va suivre. Alors, nous avons dans l'équation
A, donc l'équation y est égale à x plus b. X et y sont les valeurs observées et a et b sont les coefficients à déterminer. Comme vous pouvez le voir dans la projection, si vous avez des notions de statistiques, vous pouvez savoir que A, c'est la covariance de x, y sur la variance de x. Autrement dit, le sigma de x moins x bar fois y moins y bar sur sigma de x moins x bar au carré. Et le B, c'est le y bar moins ax bar. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le x bar, il s'agit de la moyenne de x, c'est-à-dire la somme des observations sur le nombre des observations. Et le y bar, c'est la moyenne de y. Bien. Alors nous allons pouvoir voir cette méthode des moindres carrés, davantage avec une façon beaucoup plus pragmatique dans l'exercice qui suit. Alors, nous avons une société BMT qui a pour objectif ou pour activité la vente de systèmes d'alarme. Son activité commerciale est segmentée en deux marchés distincts. Nous avons les marchés des particuliers qui va traiter des maisons ou bien des appartements et le marché des entreprises, c'est qu'on note ici E, qui va traiter des différentes multinationales et entreprises. Bien. Alors le caractère porteur du marché P, donc le marché maison et appartement, lui a permis sur les 8 derniers mois de l'année N d'enregistrer les ventes suivantes en kilodirhams. Donc nous avons des mois, en l'occurrence ici nous avons 8 mois, et nous avons un chiffre d'affaires correspondant à chaque unité temporelle. Alors le taf ou encore le travail à faire, c'est de pouvoir procéder à un ajustement linéaire de cette série de ventes par la méthode des moindres carrés. La deuxième question est d'utiliser ces résultats-là pour prévoir les ventes du mois d'octobre de l'année N. Bien. Alors, nous allons voir comment nous allons pouvoir procéder pour pouvoir solutionner cet exercice-là. Bien. Alors, ce que je conseille à mes étudiants pour la méthode des moindres carrés, c'est de pouvoir solutionner l'exercice sous forme de tableau pour ne pas être encombré par les différents chiffres. Bien. Alors, ce que vous voyez dans la projection, la première colonne va concerner les mois, le X, donc mon X. Les mois ici, donc, nous avons 8 mois, nous les avons listés dans la première colonne. Et ensuite, il faut calculer ce qu'on appelle le X bar ou encore la moyenne de ces mois. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 8. Et je divise par 8 pour retrouver le X bar. Bien. La deuxième colonne va porter sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le Y. Pareil, donc même chose, rebelote. Donc je prends les différentes observations de mon Y et je calcule le Y bar. Donc 350 plus 420, etc. jusqu'à 710, que je divise ensuite par 8. Bien. Ce qui vient ensuite, c'est le X moins X bar. Donc nous allons le voir dans la colonne suivante. Alors comment je vais pouvoir effectuer ou bien calculer mon X moins X bar? C'est très simple. Je prends par exemple la première observation 1 moins le X bar qui est de 4,5, ce qui nous donne moins 3,5. Même chose pour la deuxième observation, donc 2 moins le X bar qui est de 4,5. Donc j'obtiens moins 2,5. Et s'ensuit ensuite l'ensemble de la colonne jusqu'à ce que je puisse remplir l'ensemble de la colonne. Et par la suite, je fais la somme des différentes observations. Donc moins 3,5, moins 2,5, jusqu'à 3,5. Alors ce que je dis à mes étudiants, Anasius, donc il faut absolument que la somme de X moins X bar aboutisse à 0. C'est-à-dire que si vous n'aboutissez pas à 0, cela veut dire que vous vous êtes trompé dans les calculs. Alors, Y moins Y bar, même chose, 350 moins 562,5, etc. jusqu'à ce que je puisse terminer l'ensemble de la colonne. Et ensuite, comme X moins X bar, je fais la somme qui doit absolument aboutir à 0. Alors ici, je vais faire un simple changement de variable. Donc X moins X bar, je vais le noter X. Et Y moins Y bar, je vais le noter Y. Ce qui va me permettre de mettre en évidence la prochaine colonne, qui est le X moins X bar fois Y moins Y bar.
Donc je remplis l'ensemble de ma colonne, le x fois y, et je fais la somme. C'est très simple. Par la suite, il faut que je calcule le x moins x bar au carré. C'est le grand X au carré parce que j'ai fait un petit changement de variable et je fais ma colonne. Bien évidemment, par la suite, je vais faire le total de cette colonne-là. Bien. Alors, ce tableau-là, il va être un cadre de référence de ce qui va suivre. Alors, bien. Pour pouvoir, nous avons notre fonction y est égale à x plus b. Alors, si vous vous rappelez que la formule précédente, nous avons dit que A est égal au sigma de x moins x bar, y moins y bar fois y moins y bar, donc I est égal à 1n sur sigma de x moins x bar au carré. Bien. Alors, le tableau que nous venons de voir dans la projection nous dit que A est égal à 2920. Donc 2920. Donc A, le tableau met en évidence cette formule-là. Donc ce 2920 va être rapporté sur le 42. 42 qui est le sigma de x moins x bar au carré. Bien. Nous allons retrouver que le A, le coefficient est égal à 69,52. Bien. Alors, maintenant que j'ai trouvé mon A, le coefficient A, il faut absolument que je trouve aussi le B. Donc, comment je vais pouvoir faire pour trouver le B? C'est très simple. Nous avons B, Y est égal à X plus B. Vous allez me dire que nous ne disposons pas des coordonnées Y et X pour pouvoir calculer le B. Nous avons le A bien évidemment, mais nous n'avons pas ces coordonnées-là. C'est très simple. Nous disposons des Y bar et des X bar. Donc nous avons Y bar est égal à X bar plus B. Notre Y bar c'est 562,5 est égal, le A nous l'avons déjà calculé, 69,52 plus le B, donc c'est le B qu'on recherche. Alors, 69,52 X bar, donc notre X bar c'est 4,5, si j'ai bonne mémoire, et cela va nous permettre de calculer notre B. Alors, notre B est égal, donc ici c'est fois, notre B est égal à 249,66. Très bien. Après, application numérique. Là, pour le coup, je peux éventuellement mettre en évidence mon équation, qui est de Y est égal. Alors, combien nous avons retrouvé dans A? 69,52 X plus 249,66. Là, nous avons répondu à la première question. La deuxième question va concerner les prévisions du mois d'octobre de l'année N. C'est très simple, le mois d'octobre, il concerne les X, c'est-à-dire le 10e mois de l'année N. Donc, pour pouvoir éventuellement retrouver les prévisions du mois d'octobre, c'est très simple, Y est égal 69,52. Donc, le X, je vais le remplacer par le mois d'octobre qui est le mois 10, plus 249,66. Je retrouve, après application numérique, que mon Y du mois d'octobre, les ventes du mois d'octobre sont égales à 944,86 dirhams. Et puisque notre exercice est en kilodirhams, nous allons pouvoir multiplier par 1000. Donc, les ventes de l'année ou bien du mois 10, c'est 944 860 dirhams. Et nous avons pu retrouver les ventes prévisionnelles du mois d'octobre de l'année N. Bien. Alors, nous à travers cet exemple chiffré-là, nous avons pu mettre en évidence la méthode des moindres carrés. Alors, si vous voulez
vous documentez par rapport à la méthode des moyennes mobiles ou encore la méthode des rapports au trade. Vous vous connectez au site de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales SUESI. Vous allez trouver une infinité de documentation qui vont sans doute vous servir par la suite. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous mets en projection le mail, donc mon adresse mail si jamais vous avez besoin de davantage de clarifications ou encore si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup pour votre attention. كلكم تعرفوا الوضع الوبائي اللي تيمر منه العالم، وفي ظل الاحترازات اللي تتخذ المملكه باش تحمي المواطنين من انتشار الفيروس المسبب للمرض كوفيد 19 تم الاعلان عن توقيف الدراسه ابتداء من 16 مارس 2020. هذا التوقف اللي ما تعنيش بتاتا انه عطله استثنائيه، وانما توقف عن الدروس الحضوريه والاستمرار في الدروس عن بعد اللي غادي تلقاوهم في البوابه الالكترونيه تلميذ تيس وعبر القناه التلفزيونيه الثقافيه الرابعه ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020. يعني ان التلاميذ والطلبه المتدربين مطالبين بالبقاء في المنزل وعدم السفر او القيام بانشطه ترفيهيه ورياضيه واستكمال دراستهم بشكل منتظم والتقليل من الحركه ديالهم. وخاصكم تقيدوا بقواعد النظافه المعتاده وتجنبوا التسلام باليدين والاختلاط بالاشخاص المسنين والاشخاص اللي في وضعيه صحيه هشه. هذا الشيء كامل باش نضمنوا عدم انتشار الوباء ونكملوا السنه الدراسيه ديالنا باقل الاضرار. راه في يدينا حنا كاملين نحاربوا هذا الوباء عن طريق تتبع النصائح والارشادات الرسميه وتجنب الاشاعات. باش نحافظوا على صحة المواطنين ونضمنوا عدم انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 علات المملكة حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس مع 6 العشية، واللي كتسلم منا ما نخرجوش من الدار الا اذا كانت عندنا رخصة تنقل استثنائية اللي كتسلمها في دارك كيجيبها لك عن السلطة تي لعندك او لا كتحصل عليها من موقع covid19.intérieur.gov.ma. هذه الرخصة بمثابة تصريح بالشرف كتمكنك تخرج من المنزل على قبل الخدمة او لا على قبل باش تشري السلعة اللي خاصك المعيشة اليومية، على قبل العلاج او باش تشري الدواء او لا على قبل غاية جد ملحة. يكفي فقط دير علامة على الخانة اللي كتوضح اسباب التنقل خارج الدار تتسني فيها وكيسني فيها عن السلطة التابع للمكان السكن ديالك وكتبقى صالحة من الوقت اللي تسلمتيها فيه حتى تسالي حالة الطوارئ الصحية. هذه الرخصة كياخذوها الاشخاص الراشدين اللي ممكن يلتزموا بتنقل الاطفال موضوعين تحت مسؤوليتهم. وباش تسهل الامور بالنسبة اللي خدامين في الشركات والادارات المشغلين ديالهم كيعطيوهم وثيقة تبين حيثية التنقل على قبل الخدمة، وهذه الوثيقة كافية لجميع التنقلات ديالهم اللي متعلقة بالعمل. حالة الطوارئ الصحية ما كتعنيش بتاتا وقف عجلة الاقتصاد، بل الغاية منها تقييد حركة الناس قدر المستطاع وحصار الفيروس. ونذكركم باللي كل المرافق اللي كتسهر على التموين بالأغذية والأدوية والخدمات الضرورية للمعيشة راه متوفرة وبشكل طبيعي. النجاح في محاصرة الفيروس ما يمكن يكون إلا تجندنا كاملين ضده والتزمنا بقواعد السلامة اللي كتصدر من الجهات الرسمية. Au cadre de la physique quantique, filière sciences de la matière physique, aujourd'hui je vais entamer un nouveau chapitre, ce chapitre 3, qui est réservé aux outils mathématiques dédiés à la physique quantique. Pour cela, je vais commencer par une petite introduction, donc introduction. C'est-à-dire pourquoi on fait appel à un formalisme mathématique réservé à la physique quantique. Il est bien connu que la fonction d'onde, ou bien l'état quantique des particules, est défini par une fonction d'onde, particule sans spin, particule sans spin. Elle est décrite par une fonction d'onde psi de RT, dont la norme carrée de cette fonction x fois de R désigne la probabilité de trouver la particule dans une unité d'espace bien déterminée autour d'un volume d fois de R. Mais si on veut tenir compte de l'état de spin de la particule,
l'état de spin de la particule cette fonction donc est incapable de décrire l'état de spin de la particule. Donc il faut élargir l'espace des états. Et donc c'est pour cela, dans le paragraphe suivant, on va définir un espace des états qui est beaucoup plus large que l'espace des fonctions d'onde. Je rappelle que l'espace des fonctions d'onde est un espace des fonctions de carré-Somma, ou bien c'est un sous-espace de l'ensemble des fonctions de carré-Somma. Et l'espace global des fonctions à carré-Somma, c'est l'espace de Hilbert. Et donc, le paragraphe 2 est réservé à la notion d'espace des états. Je commence par la notion de vecteur quête et bras. L'espace des états E, l'espace des états E est un ensemble de quêtes notées sur la notation de terrain. Ça. Si je m'intéresse par exemple à la position, il suffit de mettre ici la position. Suivant l'axe des X par exemple, on aura X. Si on s'intéresse bien sûr au spin, il suffit de mettre ici l'état de spin S. Et si je m'intéresse à la position d'une particule à deux dimensions, donc il faut définir la position suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Et donc dans ce cas, le T de Dirac est noté comme étant X, Y. L'espace dual, de E est noté E étoile. E étoile qui est normalement l'ensemble des bras. C'est l'ensemble des bras. Notez. Alors donc c'est pour cela je vais définir dans le paragraphe 2 l'espace des états noté E qui est un espace beaucoup plus large que l'espace des fonctionnements. Je commence par la définition des vecteurs quête et les vecteurs bras. L'espace des états E est un ensemble des vecteurs quête. Tandis que l'espace dual associé à E, noté E étoile, est un ensemble de bras, est un ensemble de bras. À chaque, notons que à chaque quête, on fait associer ou bien correspondre, associer
un bras. La réciproque, cependant, la réciproque n'est pas toujours vraie. C'est-à-dire qu'il existe des draps pour lesquels on ne peut pas trouver un quête correspondant. Le produit scalaire. Le produit scalaire entre deux vecteurs le premier l'un élément de l'espace E et l'autre élément de l'espace duel. Et défini par phi c. Ça veut dire pour définir le produit scalaire, on prend un élément de l'espace dual et un élément de l'espace état E et on fait bien sûr ce produit non pas construit. D'autant que ceci est égal à psi phi conjugué complexe. Car le bras phi est égal, bien le quête phi est égal au bras phi conjugué complexe. Propriété du produit scalaire. Et propriété du produit scalaire. Le produit scalaire entre deux vecteurs, bras et quête sont identiques, phi est égal dans le nombre de phi au carré. Il est toujours supérieur ou égal à 0. Le phi égal à 0, ça implique que le vecteur phi est égal à 0. Le produit scalaire est linéaire. Ça veut dire que le produit scalaire est linéaire. Ça veut dire que phi scalaire lambda 1 C1 plus lambda 2 C2 est égal à lambda 1 phi C1 plus lambda 2 phi C2. Représentation matricielle. Représentation matricielle des vecteurs tête et bras. Alors, vous savez que l'espace des états est un espace vectoriel et donc il dispose au moins d'une base orthonormée. Donc, soit EI, une base orthonormée de E. Ça implique que quel que soit l'état psi élément de E, il existe de façon unique un certain nombre de coefficients cycliques, éléments du corps complexe, tels que
Le psi, je peux toujours l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de façon unique des CI suivant les EI. Le bras associé à psi est donné par le bras psi s'écrit automatiquement parce que c'est le conjugué complexe de psi. Elle est égale à la sommation sur QIZ de CI conjugué complexe. Attention, je fais ce conjugué complexe des II. Donc la représentation matricielle de ces vecteurs est donnée comme suit. Ça veut dire un vecteur, si je veux le représenter dans la base I1, I2, c'est un vecteur colonne défini comme C1, C2, C3. Dans la base U1, U2, U1, U2, jusqu'à UI. Pardon, c'est de façon générale. Le vecteur bras, est défini par un vecteur ligne. Le bras est un vecteur ligne défini comme suit. Donc il ne faut pas oublier le conjugué complexe C1, C2, CI. Et dans ce cas, on pourra définir la norme de psi. Donc si la norme de psi, elle est égale à la sommation sur tous les I de la norme au carré des psi. Deux relations fondamentales à retenir. Deux relations fondamentale à retenir. La première, c'est ce qu'on appelle la relation d'autonormalisation. Le produit scalaire entre le vecteur II et UJ, qui constitue une base autonome des trois états, est égal au symbole de créer dans le cadre d'une base qui est continue. Ceci est égal à 1 si I égale à J est égal à 0 dans le cas contraire si I est différent de J. Et relation connue selon la relation de fermeture, c'est la sommation sur tous les I du vecteur 4 bras UI, elle est égale à l'opérateur unité dans le cas d'une base discrète. De la même manière, quand il s'agit d'une base continue, dans le cas d'une base continue, ces deux relations deviennent W alpha prime qui est égal à delta de alpha moins alpha prime, et la sommation continue sur l'ensemble des alpha possibles, de W alpha d alpha, il est égal à l'opérateur unique. Et bien sûr, je suppose dans ce cas que E, il engendrait par une base continue W alpha. Et quand je dis continu, ça veut dire que les alpha
peut prendre des valeurs continues. Maintenant, je vais définir ce qu'on appelle opérateur. Opérateur linéaire. C'est le paragraphe. Opérateur linéaire. Un opérateur A est linéaire. Un opérateur A est linéaire si et seulement si. Je suppose bien sûr que A est défini de l'espace des états E vers E, qui à chaque vecteur psi, on fait associer son image à psi. C'est-à-dire c'est l'action de l'opérateur A sur psi. Et dans ce cas, quel que soit lambda 1, lambda 2, deux nombres complexes C, éléments du corps C, l'action de A sur lambda 1 psi plus lambda 2 psi 2, elle est égale à A. Il y a lambda 1 A C1 plus lambda 2 A psi 2. Quels que soient les deux vecteurs, c'est un psi 2 éléments de l'espace des états. A est des hermétiques. C'est seulement si, le conjugué adjoint de A est égal à lui-même. Et c'est quoi le conjugué adjoint? Le conjugué adjoint, de A est défini par A conjugué hermétique est égal à A conjugué complexe, et j'effectue l'opération transposée. Ça veut dire que tous les lignes deviennent colonnes et tous les colonnes deviennent lignes. Représentation matricielle d'un opérateur. Représentation matricielle de A. Alors, pour représenter matriciellement A, il suffit de calculer ses actions sur chacun des vecteurs unis. Donc A peut être représenté dans la base U1, UN, qui suppose que l'espace des états est de dimension N. Donc on aura A1, 1 et AIJ de façon générale A. NN, où les AIJ, les éléments de matrice, AIJ sont donnés par AIJ, il est égal au produit scalaire UI
A, UJ. Ça veut dire que je calcule l'action de A sur UJ, ça donne un élément de l'espace des étapes, et je fais la projection sur UI, ça donne un élément de matrice AIJ. Alors, on va énoncer deux théorèmes fondamentaux. Le premier concerne que toutes les valeurs propres de A, toutes les valeurs propres de A sont réelles et le deuxième théorème concerne que l'ensemble des états propres associés à A constitue une base orthonormée de l'espace des états. Je note comme ça pour regagner un peu de temps. Alors, comme on calcule les vecteurs propres et les valeurs propres d'une matrice, les valeurs propres sont les valeurs propres de A peuvent être calculées à travers l'équation caractéristique déterminant de A moins lambda l'identité est égale à 0, ce que donne un polynôme de degré n, c'est l'espace des états de dimension n à résoudre, et donc on pourra trouver au maximum n racines, et les états propres, il y a des vecteurs propres associés à A peuvent être calculés à travers l'équation au vecteur propre qui AC est égal à lambda psi, où lambda est un élément en général, élément du processus. Sauf si A est hermétique, lambda est réel. Je donnerai un exemple. Considérons la matrice A. La matrice A définie dans la base U1, U2 par 1, 0, 1, 1, 0. Le déterminant de A moins lambda I égale à 0. Ça implique qu'il y a deux valeurs propres, lambda plus moins est égal à plus ou moins 1. Les états propres associés, les états propres, bien les vecteurs propres seront calculés à travers l'équation matricielle 0, 1, 1, 0 appliquée à alpha, bêta qui est égal à plus ou moins alpha, bêta. Donc pour 1, c'est plus 1 multiplié par alpha, bêta. Je suppose que si état propre de A psi est égal à psi, et psi est égal à alpha U1 plus bêta U2. On pourra montrer facilement que il y a deux états propres, phi plus moins, qui s'écrivent sous forme de 1 divisé par racine de 2, facteur de U1 plus ou moins U2. En physique quantique, toujours vous aurez bien sûr ce problème de l'arbitraire dans le système d'équations à résoudre. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la condition de normalisation. Ça veut dire que les états propres d'un opérateur hermétique, parce que A il est hermétique, si on calcule le conjugué complexe de ces éléments, il faut transposer, on trouve que A3 est égal à lui-même, donc il est hermétique, et les valeurs propres sont réelles, et les états propres sont orthogonaux de Z2. Je vous remercie. La séance prochaine, on va entamer un nouveau paragraphe concernant les applications ou la quelques exemples sur les représentations R et P et les opérateurs position et impulsion. Je vous remercie.
باش نحميو نفوسنا والناس القراب لينا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لازم علينا نتبعوا قواعد النظافة المعتادة واللي على رأسها غسيل اليدين اللي كيبقى جد مهم باش نقيو نفوسنا وما نساهموش في انتشار الفيروس. وقتاش خاصنا نغسلوا يدينا في كل وقت، ملي ندخلوا من الزنقة، قبل الأكل أو من بعده، ملي نلمسوا الأسطح أو الأشياء المحيطة بنا، ملي نخرجوا من المرحاض، ملي نعطسوا أو نكحوا في منديل. المهم والأساسي هو نغسلوا يدينا باستمرار ومزيان بالماء والصابون لمدة ما كتقلش على 40 ثانية. شنو هي الطريقة الصحيحة لغسيل يدينا؟ باش تكون عملية الغسيل فعالة من الضروري نوضعوا كمية كافية من الصابون على اليد، نحكوا مزيان كف اليدين بيناتهم بجوج، نحكوا كذلك ظهر اليدين وبين الأصابع، نحكوا ظهر الأصابع بكف اليدين وما نساوش الإبهام، ونحكوا كذلك أطراف الأصابع والظفار مع كف اليدين، وحتى معصم اليدين نحكوهم بالصابون، وملي نشلو يدينا نشفوها مزيان. وإلا ما كناش في المنزل وما لقيناش الماء والصابون راه حتى المحلول الكحولي فعال ويمكن يطهر لنا يدينا، نستعملوه بنفس الطريقة ونفس المدة. واللي لازم نأكدوا عليه أن وضع القفازات ما تيعوضش غسيل اليدين، حيت الفيروس كيعيش في الليقات 10 أيام في حين الفيروس ما كيتعداش 10 دقائق على الجلد، وبالتالي استعمال القفازات كيساهم في الانتشار ديال الفيروس. غسيل اليدين خطوة مهمة للوقاية من الفيروس، خاصنا نلتزموا بها باش نساهموا في الحد من انتشار مرض كوفيد-19. Bismillah. Chers étudiants, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la suite du cours de chimie en solution aqueuse. Ce cours se décline en 4 grandes réactions. Les réactions acido-basiques, de complexation, de précipitation et d'oxydoréduction. En présentiel, c'est-à-dire avant l'interruption des cours, vous avez étudié les 2 premières réactions. Il reste à voir les réactions de précipitation et les réactions d'oxydoréduction. Alors, en ce qui concerne les réactions de précipitation, nous allons tout d'abord les définir, puis nous allons énoncer le concept du produit de solubilité qui va nous permettre d'introduire la notion de solubilité d'un solide. Et enfin, nous allons voir les conditions de précipitation et les facteurs influençant la solubilité. Alors, par définition, la solubilité est la formation d'un solide à partir d'ions en solution. C'est une réaction qui met donc en équilibre une phase solide et une phase liquide. C'est une réaction, disons-le, qui sera hétérogène. Dans la vie courante, nous rencontrons souvent des réactions de précipitation sans le savoir. L'exemple le plus fréquent, c'est la formation de calcaire. Comme vous savez, on voit souvent dans les canalisations des formations de calcaire, qu'on voit ici, ou bien dans les appareils ménagers, on voit également de la formation de calcaire. Ce calcaire vient de la précipitation ou bien de la réaction d'un ion calcium avec un ion carbonate. Nous pouvons également citer des exemples dans la médecine. Par exemple, les calculs rénaux, les petits amas qu'on trouve dans les reins, ce sont des oxalates de calcium. Ils précipitent à partir de l'ion Ca2+, et de l'ion C2O4-. Alors, nous n'allons pas nous concentrer uniquement sur des exemples négatifs, mais il y a aussi des exemples très positifs de réactions de précipitation, comme dans le cas des dépollutions des eaux. Nous allons faire précipiter les métaux lourds à partir d'hydroxyde. Ou bien, dans la récupération de métaux précieux tels que l'argent par la précipitation de sel d'argent. Bien, donc nous avons dit que c'est une réaction d'équilibre hétérogène et comme vous avez vu précédemment dans le cours de thermodynamique, toute réaction d'équilibre
est caractérisée par une constante thermodynamique. Dans le cas des réactions acido-basiques, vous avez vu les réactions acido-basiques caractérisées par une constante d'acidité Ka ou bien une constante de basicité Kb. Dans le cadre de la précipitation, cette constante est appelée produit de solubilité. Alors, comment est calculé ce produit de solubilité qui est généralement noté KS? Alors, soit le cas général, nous allons prendre le cas général d'un sel AMBr qui se dissocie pour donner MAR- plus R BM M+. Alors, le KS répond comme les constantes d'acidité et de basicité à la loi d'action et de masse. Donc KS sera égal au produit sur les réactifs. Ici, le réactif étant un solide, sa concentration tend vers 1. Donc, nous trouvons ainsi KS est égal au produit des deux ions en solution, bien sûr, en tenant compte des coefficients stöchiométriques pour chaque ion. KS étant une constante thermodynamique, elle ne va dépendre que de la température. Par ailleurs, c'est une constante qui est mesurable. Je vais vous donner quelques valeurs de ces produits de solubilité. Par exemple, l'hydroxyde d'aluminium, une valeur autour de 3, 10-34. Le carbonate de sodium, une valeur autour de 10-12. Le chlorure de cuivre, une valeur autour de 1,62, 10-7. Alors je voudrais bien préciser, avant de continuer, que ces valeurs sont données dans des conditions bien précises. C'est à une température de 25 degrés C, 298 degrés Kelvin, à la pression atmosphérique. Et bien sûr, nous travaillons en solution aqueuse, donc ces mesures ont été faites dans l'eau. C'est un petit peu les conditions de notre cours cette année en S2. Alors lorsqu'on regarde de plus près ces valeurs des produits de solubilité, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces valeurs sont très faibles. 10-34 pour l'hydroxyde d'aluminium, pour le chlorure de cuivre 10-7, etc. Donc si ces valeurs sont très faibles, la concentration des ions en solution sera également très faible. Donc c'est ça ce qui change entre un sel peu soluble, un sel très soluble. Un sel peu soluble, c'est ce qu'on est en train d'étudier, la concentration des ions en solution sera très faible, généralement inférieure à 10-4 mol par litre. Alors, ces concentrations étant très faibles, il est intéressant de déterminer la concentration minimale ou bien la concentration maximale. La concentration maximale qui passe en solution dans 1 litre de solution. Cette concentration maximale est appelée solubilité d'un solide. Donc, je rappelle, la solubilité d'un solide, c'est la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Elle est exprimée en mol litre moins 1, mais on peut quelquefois la trouver exprimée en grammes litre moins 1. Alors, calculons cette solubilité d'un sel quelconque AB. Alors, AB, si vous le mettez dans l'eau, il va se dissocier pour donner l'ion A+, plus l'ion B-. Alors, nous allons faire un tableau d'avancement, comme vous savez faire pour les acides et des bases, mais il sera plus facile. À t égale 0, vous avez du produit en excès que vous n'avez pas encore mis dans la solution, mais dès que vous mettez votre